Donc dans cet exercice, on va s'intéresser aux applications de la diffraction des ondes. Alors tout d'abord, est-ce que l'embrasure d'une porte peut diffracter la lumière? Alors, il faut connaître la condition de diffraction. Donc la condition de diffraction des ondes, c'est que l'ouverture diffractante soit plus petite que la longueur d'onde. Donc condition de diffraction des ondes. Donc si L désigne l'ouverture diffractante, la largeur de l'ouverture diffractante, il faut que L soit inférieur ou égal à lambda. Alors en ce qui concerne les ondes lumineuses, donc on sait que la lumière visible, c'est un domaine de longueur d'onde qui s'étend de 400 à 800 nanomètres. Et donc, on comprend bien que la lumière visible ne peut pas être diffractée. Donc, la condition n'est pas respectée. Alors maintenant, les ondes sonores peuvent-elles être diffractées? Alors, dans le cas des ondes sonores, eh bien, on peut regarder ça en détail par rapport à la fréquence du son. En effet, on sait que la longueur d'onde des ondes sonores est liée à leur période par V fois T et à leur fréquence par V sur F. V désignant la sévérité du son qui est de l'ordre de 340 mètres par seconde. Donc si on cherche à savoir si les ondes sont diffractées, on va regarder si V sur F peut être plus grand que grand L. Donc on en déduit que F doit être plus petit que V sur L. Donc du point de vue des unités, une vitesse en mètres par seconde, une ouverture en mètres, donc ça va bien faire des secondes moins 1, c'est-à-dire des hertz. Donc cherchons à trouver petit f, donc f doit être plus petit que 340 que divise donc 0,6 mètres, et 340 que divise 0,6 mètres, ça fait 560 Hz. Donc en fait, on en conclut que seuls les sons de basse fréquence vont être diffractés. Donc seuls les sons graves de basse fréquence sont diffractés. Donc si on fait un petit schéma pour expliquer le principe, donc ici on a l'ouverture d'une porte, et puis on peut représenter des ondes sonores émises de l'intérieur d'une salle. Donc les ondes sonores qui ont une grande longueur d'onde. Donc voici une grande longueur d'onde. Alors ces sons ont une longueur d'onde qui est supérieure à l'ouverture de la porte. Et donc ces sons vont être diffractés. Donc c'est-à-dire qu'on va trouver les ondes à l'extérieur, donc avec toujours la même longueur d'onde, avec une grande ouverture. Par contre, si on considère des sons de basse fréquence, les sons de haute fréquence, pardon, donc de basse longueur d'onde, donc les sons de... Alors, j'ai fait... Donc si on a des ondes sonores de petite longueur d'onde, donc de haute fréquence, eh bien ces ondes seront peu diffractées, donc une faible ouverture en dehors au-delà de l'ouverture. Et donc si quelqu'un se place à l'extérieur, eh bien il va pouvoir entendre essentiellement les sons de basse fréquence, donc les sons graves.
Donc seuls les sons graves de basse fréquence sont diffractés, les sons aigus ne le sont pas. Alors poursuivons. Donc il s'agit ici d'expliquer pourquoi il est possible de graver davantage d'informations sur un Blu-ray par rapport à un DVD. Alors en fait, la diffraction est responsable de ceci. Donc le faisceau laser va être envoyé sur un système optique, donc par exemple une lentille. Et si on s'intéresse à l'ouverture va se comporter, enfin, on aura ici une ouverture diffractante. Donc le faisceau laser va être diffracté par l'ouverture. Donc la taille de l'ouverture va dépendre de la longueur d'onde. Et donc on aura ici une tâche de diffraction qui va être plus ou moins importante sur le support optique. Et cela en fonction de la longueur d'onde. En effet, on sait que l'angle de diffraction θ est donné par lambda sur A, donc A étant l'ouverture diffractante. Donc si on considère un DVD, donc un DVD qui utilise une lumière rouge, et bien l'angle θ correspondant, donc l'angle θr, sera donné par lambda r sur A. Et si on utilise un Blu-ray, eh bien donc à nouveau le phénomène de diffraction, mais avec un Blu-ray on va utiliser une lumière bleue, et donc on aura un angle de diffraction qui sera plus petit. Donc schématiquement, on va avoir ici un angle θB. Donc ce qui fait que le laser va toucher une surface plus faible du support. Donc ça c'est le support optique qui sera cette fois-ci le Blu-ray. Donc la longueur d'onde ici on travaille avec de la lumière bleue. Donc l'angle θB est égal à lambda b sur A. Et dans la mesure où lambda b est plus petit que lambda r, eh bien la tâche de diffraction va couvrir sur le support une surface plus petite. Donc θB étant plus petit que θr. Donc l'intérêt c'est que on va pouvoir lire une surface plus petite, et dans ces conditions on va pouvoir graver plus de données sur une surface pour lire de la musique par exemple, alors que dans le cas du DVD le laser va frapper une surface plus importante, et donc on pourra y graver moins de données. Alors, poursuivons. Alors dans la question 3, donc il s'agit du dispositif classique. Donc ce qu'on nous dit c'est qu'avec la longueur d'onde du Blu-ray, donc 405 nanomètres, on a une largeur de tâche principale de 4,8 cm. Avec le même dispositif expérimental avec le DVD, eh bien, la largeur de la tâche principale n'est plus que de 3 cm. On nous demande de trouver la longueur d'onde du rouge du DVD. Alors pour faire ceci, eh bien, on va utiliser donc toujours la même relation θ égale lambda sur A. Et puis comme on l'a déjà fait avec l'exercice sur le fil d'araignée, θ
eh bien c'est quasiment tangente θ, et tangente θ qui fait égal à grand L sur 2 que divise grand D, c'est-à-dire L sur 2D. Donc on peut écrire que lambda sur A est donc égal à L sur 2D. Donc si on travaille avec le faisceau de lumière rouge, on va avoir lambda R sur L de R qui est égal à petit a sur 2D. Et on peut écrire la même chose pour le rapport lambda B sur L de B, puisque on a maintenu identiques les caractéristiques petit a et grand D, distance de l'écran et largeur de l'ouverture. Donc dans les conditions d'exercice, on cherche lambda R, donc lambda R qui sera donc égal à lambda B que multiplie L de R sur L de B. Donc du point de vue de l'application numérique, on a ici un rapport de distance que l'on peut, chaque distance peut être exprimée en centimètres, parce que c'est un rapport de distance. Ici, lambda B qui est donné en nanomètres, et on aura lambda R en nanomètres également. Donc au niveau du calcul, on aura lambda R est égal à 405 que multiplie donc 3,0 3,0 sur 4,8. J'aperçois ici qu'il y a une erreur dans l'énoncé, puisque si on travaille avec une plus grande longueur d'onde, on doit avoir un plus grand θ, donc une plus grande tâche de diffraction. Donc ici, il y a une inversion qui a été faite. Donc ici, on doit avoir 3 cm pour, avec la lumière bleue, et ici, c'est 4,8 cm. Donc au niveau du calcul, ici, donc lambda L de R, donc c'est 4,8 que divise 3,0, et au niveau du résultat on trouve 648 nanomètres, donc ce qui est cohérent puisque ça correspond bien à une lumière rouge. Désolé pour l'erreur, on poursuit. Alors, la question 4, ça porte sur l'application de la diffraction pour les instruments d'optique. Donc, on nous explique le critère de Rayleigh qui permet de séparer deux points observés sous cet instrument. Donc, on va faire un schéma pour comprendre le principe. Donc ça c'est le système optique qui peut être complexe mais qu'on va résumer ainsi. Et on va considérer deux objets donc dans le même plan, A et B. Et puis on va observer sur un écran ou un détecteur l'image de ces deux points. Alors ce qui se passe, c'est que l'image d'un point n'est pas un point, mais à cause de la diffraction, ça sera une tâche de diffraction. Donc l'image de A par le système optique n'est pas le point A', en fait c'est une tâche de diffraction. Pour ce qui est de B, eh bien c'est la même chose, son image n'est pas un point, mais c'est une tâche de diffraction. Donc si on veut séparer les images, il faut que les tâches de diffraction puissent être séparées. Donc le critère qu'on se donne, c'est que la tâche de diffraction d'un point, donc on peut représenter ça ici comme ceci, ça c'est la tâche de diffraction du point A', et on va représenter ici la tâche de diffraction
du point B'. Alors si on avait cette situation-ci, bon, bah là c'est parfaitement séparé, mais à la limite, donc on va accepter ceci. Donc ça sera la tâche de diffraction de B', et puis la tâche de diffraction de A'. Donc ça, c'est la limite pour pouvoir être capable de séparer les deux images. Donc ce qu'il faut en fait, c'est que la distance qui sépare les images eh bien, soit supérieure au rayon de la tâche d'Airy. Donc ici, on peut faire apparaître le rayon de la tâche d'Airy, dont on nous donne l'expression 1,22 fois lambda fois grand D. Donc grand D étant la distance entre le plan d'image et l'ouverture. Donc ça c'est l'ouverture du système optique. Donc grand D. Donc grand D, c'est cette distance-ci. Donc ce qu'on peut faire, c'est s'intéresser ici à cet angle alpha que l'on trouve ici. Donc imaginons que A et B soient des points situés sur la Lune, qu'on regarde à travers le système optique, donc le télescope. On connaît la distance entre la distance Terre-Lune, donc qu'on peut noter des distances Terre-Lune. Et en fait, cet angle alpha va être responsable de la résolution de l'instrument d'optique. Donc, dans la question A, on demande de donner l'expression de la limite de résolution ou pouvoir séparateur d'instrument d'optique. Donc, en fait, l'angle alpha min, en fait, va nous être donné par donc le rapport petit r sur grand D. Et donc alpha min, ça sera donc égal à 1,22 donc fois lambda sur A. Donc ce qui ressemble beaucoup à l'expression qu'on a donnée dans le cours, puisque c'est quasiment lambda sur A. Donc maintenant, dans la question B, eh bien, on va essayer de déterminer la taille du plus petit détail de la Lune que l'on peut observer à l'œil nu, puis après à travers le télescope. Donc, dans la mesure où l'angle alpha se trouve ici, on peut écrire que tangente alpha, alpha étant petit, c'est quasiment alpha exprimé en radian, et tangente alpha, c'est aussi donc la distance qu'on peut appeler ça grand L. Donc ce sera la largeur du plus petit détail observable. Donc côté opposé grand L sur la distance Terre-Lune. Donc dans le cas avec l'œil, la taille du plus petit détail observable, ça sera grand L égale, alors grand L qui est égal à, eh bien, la distance Terre-Lune, que multiplie l'angle alpha, qui est donné par la relation 1,22, que multiplie lambda sur A. Alors donc, dans le cas de l'œil, eh bien, en fait, ça se comporte comme une ouverture diffractante, avec un petit a qui vaut 2 mm,
Alors lambda, on prend 500 nanomètres. Et la distance Terre-Lune est donnée ici. Donc pour le plus petit détail observable de la Lune à l'œil nu, on aura donc 3,84 que multiplie 10 puissance 8, que multiplie 1,22, que multiplie lambda. Donc on écrit ça en nanomètres, mais à condition d'exprimer également petit a en nanomètres. Puisqu'ici on a un rapport de distance. Donc nanomètre, nanomètre. Ici, on l'a placé, la distance Terre-Lune a été exprimée en mètres. Donc m sera en mètres. Donc petit a 2 mm. Alors 2 mm, ça représente, sachant que 1 mm, c'est 10-3 mètres. Et que 1 nanomètre, c'est 10-9 mètres. Eh bien, on voit que 1 mm, c'est 10 puissance 6 nanomètres. Donc, ici, ce sera 2,0 que multiplie 10 puissance 6. Donc, quand on fait le calcul, donc ça nous fait eh bien 120 km. Donc ça, c'est la taille du plus petit détail que l'on puisse observer à l'œil nu. Et maintenant, avec le télescope, qui s'appelle le VLT, eh bien, on refait le calcul. Donc toujours la distance Terre-Lune, exprimée en mètres. Ici, 1,22. Donc la longueur d'onde, qui est toujours de 500 nanomètres. Cette fois-ci, l'ouverture diffractante, c'est l'ouverture ce sera le diamètre du miroir. Donc, qu'on va exprimer en nanomètres. Donc, 8,2 que multiplie 10 puissance 9 nanomètres. Et donc, on obtient un plus petit détail observable de 29 mètres. Donc on voit que le fait que l'ouverture diffractante du télescope soit beaucoup plus grande que l'ouverture diffractante de la pupille, ça nous permet en fait d'observer de plus petits détails de la Lune. Donc ça explique pourquoi le télescope a une meilleure résolution que l'œil. Voilà.